Bonjour et bienvenue sur Les Petites Transmissions, un podcast qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance et qui aborde sans tabou leur quotidien. Aujourd'hui, je reçois Héloïse Junier. Vous la connaissez certainement. Héloïse est docteure en psychologie et débordante d'énergie et reconnue pour son dynamisme, elle parvient à nous transmettre simplement, avec humour et justesse incroyable, tout ce qui est important de savoir sur le développement et les compétences du jeune enfant. Conférencière, formatrice, elle est également auteure de nombreux livres comme Les guides pratiques et très pratiques pour les pros de la petite enfance, le manuel de survie du parent, pour ou contre, et tout récemment l'ouvrage Ma vie de bébé. Aujourd'hui, j'aborde avec elle un concept particulier qui est la théorie de l'esprit. Vous verrez, je me permettrai de poser des questions parfois un peu tirées par les cheveux pour être sûre d'en faire le tour et d'avoir suffisamment d'arguments pour nous rassurer sur le fait que non, un enfant n'a pas vocation de nous manipuler. Je vous laisse rejoindre notre échange drôle et passionné. Vous me direz ensuite ce que vous en avez pensé. Bonjour Héloïse. Bonjour Lika. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis contente de pouvoir avoir cet échange avec toi. Avec plaisir. Ça fait quelques années que je te suis, ça fait quelques années qu'on se connaît. Je suis vraiment je m'inspire beaucoup de différents travaux que tu as pu faire et puis aussi la possibilité que on va parler un peu de ton cheminement professionnel, mais de pouvoir parler au nom de l'enfant, de pouvoir parler au nom de l'adulte et de pouvoir parler pour les parents, pour les professionnels. Ça permet vraiment de baliser tout l'environnement de l'enfant et je trouve ça vraiment génial. Donc, je te remercie. Et peut-être en première question, alors je t'ai présenté un petit peu, je t'ai présenté en intro pour les personnes qui te découvriraient là, mais est-ce que tu peux me dire, nous dire comment tu en es venue à travailler pour l'enfant, sur l'enfant, sur son développement en général. Enfin voilà, dis-nous comment tu en es arrivée à travailler En fait, sur ces sujets. ce qui me passionnait le plus, en fait, c'était l'individu qui ne parlait pas. Et tu vois, alors l'enfant plus âgé, 6-7 ans, je suis beaucoup moins experte, et ça, c'est pas mon sujet, je connais pas vraiment grand-chose, adolescente, encore pire. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment le tout petit être, tu vois, qui sort du ventre de sa mère, et dans les premiers temps, qui fait toutes ces expériences-là, qui se développe à vitesse grand V, et puis qui ne parle pas, donc on ne peut pas vraiment avoir son ressenti à travers ses mots. On est obligé d'écouter son comportement, on est obligé d'avoir des connaissances sur son cerveau pour voir comment il fonctionne. Et je trouve que cette phase de vie des 0-3 ans, elle est juste passionnante, quoi, parce qu'il se passe plein de choses à la minute et parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de mystères encore à résoudre. Ouais, oui, c'est l'aspect mystérieux quoi, d'aller chercher l'inconnu. Et ça, tu avais cette motivation-là avant de faire tes études en psychologie ou bien c'est arrivé au cours de l'étude? Non, c'est vraiment arrivé au cours de mes études de psycho. En fait, au début, je voulais être psychologue pour enfants plus âgés. Et c'est pas quand j'ai découvert, quand j'ai commencé à travailler pour les magazines parentaux, Info Bébé, Info Crèche, je me suis dit, en fait, mais le petit humain, il est génial, il est extraordinaire. Et c'est là que j'ai vraiment une passion pour le domaine. Et depuis, j'ai pas quitté le domaine. J'ai mis un Oui. orteil et laissé mon corps entier. Ton corps entier. Et là, dernièrement, donc, tu as finalisé et validé un doctorat donc, avec une thèse sur ces émotions à l'aube de la vie, je crois. Le Oui, titre, exactement, c'est du ça? nouveau-né. Oui, Ouais. oui, le nouveau-né, ok. Et alors, qu'est-ce que tu as exploré? Qu'est-ce que tu y découvres? Et en fait, moi, dans le côté extraordinaire, je trouvais que le plus extraordinaire du plus extraordinaire, c'était vraiment le nouveau-né. Population complètement très peu explorée par la recherche scientifique, parce que c'est très dur d'avoir des nouveau-nés en recherche. Et en fait, ce que j'explore, c'est comment ça se passe, leurs émotions sur leur visage, comment ça se manifeste, comment réagit l'interlocuteur. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai mis en avant aussi dans la thèse, c'est que en fait, les chercheurs, depuis la nuit des temps, en gros, beaucoup disent, mais le nouveau-né, il est pas cérébral, c'est un petit être archaïque, donc il ne peut pas avoir des émotions, il ne peut pas vivre des émotions, Hmm. différenciées pleinement comme pour la vivre l'adulte. Oui. Et du coup, on est quelques-uns, avec une approche plus interactionniste, à voir l'enfant en interaction avec l'adulte, donc le nouveau-né avec l'adulte, à se dire, bah si, il manifeste des émotions, c'est quand même varié. Et puis l'adulte, il y réagit, donc ça montre que c'est aussi un peu social. Enfin, voilà, donc c'est vraiment ce sujet-là, en fait, qui m'a mobilisé quand même 5 ans de ma vie. Et 5 ans, Et c'est long. oui, oui. Je suppose que je sais que tu t'es appuyé sur les neurosciences affectives et sociales, Alors, en notamment. partie. Alors là, en l'occurrence, dans mon doctorat, c'était plus une approche qu'on appelle interactionniste. Donc, j'étudie D'accord. l'interaction, et enfin, l'interaction, c'est quelque chose de très fin, en fait, en termes de temps de réponse, réactivité du parent, jeu de regard, réactivité de l'expression faciale entre les deux individus. Donc, nouveau-né, parent, la diade nouveau-né, parent. D'accord. Donc sur l'observation plus. L'observation. Ouais, Ouais. Ah, de diade, parent. génial.
Ok, C'est incroyable. super. Incroyable. Est-ce que, parce que j'aimerais qu'on parle aussi Alors, j'ai présenté tes différents ouvrages en intro, mais le tout dernier, Ma vie de bébé, je le trouve particulièrement enfin, différent déjà des autres, parce que tu te mets vraiment à la place du tout petit, comme pour lever le mystère aux yeux de tous, quoi. Enfin, tu vois, je le trouve vraiment abordable. C'était quoi ton intention en sortant ce livre sur le mystère de son petit cerveau? Mais en fait, l'idée, ça fait longtemps que j'avais en tête un projet de BD. Parce qu'en fait, je pense que le dessin, Oui. c'est the outil qui démocratise au maximum. Enfin, on ne peut pas mieux démocratiser la connaissance scientifique que via l'image. Donc, je me Oui. dis, il faut absolument passer par l'image pour toucher les populations qui lisent moins bien, enfin, qui lisent moins, qui sont moins dans l'appétence de lecture. Ça peut Oui. être des papas, pour la petite enfance, ça peut être des gens qui n'ont pas le temps. Donc voilà, Oui. donc c'est vraiment synthétiser au maximum toutes les données scientifiques les plus importantes qui me sont importantes pour comprendre un tout petit et les mettre par l'image. Et non pas l'image, il fallait un illustrateur de dingue, parce qu'il faut quand même sacré coup de crayon pour arriver à faire 6 mois de travail à temps plein sur une BD avec un regard acerbe et humoristique en même temps. Et Oui. voilà, j'ai trouvé Christophe Bess. Donc c'est vraiment un projet en fait, de démocratiser au maximum la culture scientifique du tout petit. Super, il est génial, je le conseille à tous. Super, Ah, merci merci. En tout beaucoup. cas, il marche bien. Ouais, Pas ça mal. ne m'étonne pas, super. Et tu vois, tu parles de mystère, et puis en même temps, j'ai l'impression que pour beaucoup pour beaucoup d'adultes que nous sommes, on n'a pas une posture face à un mystère, mais plutôt une posture face à quelque chose qu'on imagine très bien de notre place d'adulte. Et Mhm. donc, ce qui nous, enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais tu vois, ce qui nous amène à faire des raccourcis et à prétendre savoir ce qui se passe pour l'enfant à ce moment-là et avoir des comportements en lien avec ce qu'on imagine de lui. Je vais dire, Mhm. je veux en venir, c'est que ben moi, donc, je suis formatrice, j'accompagne les professionnels de la petite enfance, j'accompagne aussi d'autre part les parents. Et régulièrement, pour ne pas dire presque tout le temps, les parents ou les professionnels ont quand même un doute sur le fait que à un moment, l'enfant, il fait des choses pour un peu nous embêter, quoi. Tu vois? Oui, ouais, c'est vrai. Tu vois? Ouais, c'est vrai que beaucoup le pensent, ouais, complètement. Et quand je te dis que c'est pas un mystère pour tout le monde, c'est que la posture de c'est un mystère, ça inviterait à se questionner. Mais ce qui nous Ouais. empêche de nous questionner, c'est que pour nous, adultes qui avons été enfants, peut-être qu'on ne s'est pas questionné pour nous, tu vois? Oui, c'est vrai. Et donc, ça ne nous aide pas à potentiellement nous questionner sur quelque chose qui serait différent de ce qu'on a vécu, enfin, tu vois, en retour. Oui, tu veux dire que si tes parents, en fait, t'ont traité d'une telle manière, en te considérant comme un petit être, par exemple, manipulateur, tyrannique, capricieux, tu vas avoir tendance à voir ça chez les enfants que tu accompagnes, en fait, Bah à oui, répliquer ça naturellement. Ouais, oui, tu vois. ouais, complètement. On en parlait un peu avant, mais c'est aussi dans le contexte dans lequel on vit aussi, tu vois. Enfin, un enfant qui se roulerait par terre au centre commercial, je suis toujours cet exemple très parlant, ben, on se fait quand même regarder d'un certain œil par les autres, Ouais, adultes, tu vois, parents ou pas. Et ce qui vient nous confirmer que c'est inacceptable et que ça ne doit pas se produire, oui. tu vois, et que faudrait qu'on arrive à redresser l'enfant, enfin, pour pas dire dresser, mais enfin, tu vois ce que je veux te Oui, dire. très bien. Après, je pense qu'on est là aussi au lendemain d'un grand courant de pensée. Alors, bah, enfin, la religion, la psychanalyse, il y a des courants de pensée avec des membres qui ont quand même. Alors, certains ont beaucoup aidé à la psychologie de l'enfant, d'autres ont quand même desservi l'intérêt de l'enfant. Et en fait, on a une image, mais qui découle en partie de ces courants-là, d'un enfant manipulateur, effectivement, avec un potentiel tyrannique de dingue, tu vois. Donc, c'est-à-dire, si tu le recadre pas avec un cadre strict dès la naissance, il va mal tourner, il va te rendre esclave, il va te rendre complètement sous son joug. Et c'est en fait, c'est vraiment ce courant de pensée-là de l'enfant, en fait, qui nous, je pense, aujourd'hui encore, nous parasite dans nos relations, nous, parents-enfants ou professionnels-enfants. Oui, Donc, effectivement, notre vie personnelle, mais il y a aussi, au-delà de bagages personnels de parentalité qu'on a vécu en tant qu'enfant, il y a aussi toute cette culture ambiante qui ne nous aide pas. Et quand on entend, par exemple, des personnalités, alors je ne vais pas les citer, mais enfin, j'en cite un de mon livre, enfin, Aldo Nori ou même Didier Pleu ou Marcel Ruffo qui parlent des fois d'enfants un peu tyranniques, enfants, bah là, on voit bien en fait qu'il y a
on est en fait en transition entre, enfin, enfin, comment dire, c'est une espèce de confrontation entre un regard que comporte son enfant baigné par la neuroscience. On voit que c'est un petit être qui est juste purement immature, avec un cerveau en construction, qui n'a pas le même raisonnement que nous, et avec une vision des choses où on voit un enfant comme un être potentiellement tyrannique et mauvais. Donc effectivement, il y a vraiment cet rapport de force entre les deux regards finalement. On est en pleine C'est ça. transition aujourd'hui. Ouais, ouais. Et donc, est-ce que tu pourrais nous redire ce qui justifierait, est-ce que tu pourrais m'aider? Tu vois, parce que quand ça m'arrive, j'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir expliquer, justifier, mais ce qui est difficile parfois, c'est euh, de faire admettre à l'adulte qu'il y a d'autres façons de regarder, tu vois, et donc potentiellement d'autres façons d'agir, surtout quand jusque-là, il n'a pas agi de cette façon-là, sans le culpabiliser, parce que l'idée, c'est pas de culpabiliser, enfin, c'est pas non plus de jeter la pierre à ceux que cette personne, cet adulte a pu voir réagir différemment, que ce soit ses propres parents ou d'autres personnes de son entourage. Qu'est-ce qui explique que l'enfant parfois a des comportements, j'allais dire immatures, mais ça donne presque la réponse, mais des comportements un peu abrupts, tu vois, comme de test, tu vois. Oui, en fait, je pense que leurs comportements, ils sont complètement bizarres. En fait, on les interprète comme des comportements d'adultes. Ça, tu sais, c'est la base de l'automorphisme. Mm. L'adultomorphisme, c'est le fait en fait de percevoir dans les comportements des enfants, c'est peut-être complètement immature, hein, comme tu l'as dit, des mini-adultes. Donc en fait, on va inférer nos propres instincts, nos propres réflexions, nos propres intuitions, nos propres intentions sur le comportement d'un enfant. Parce qu'effectivement, quand on compare comportementalement, au niveau descriptif, les comportements d'enfants de 2 ans et d'adultes de 45 ans, et ben Ouais, c'est la même chose, effectivement. ouais, Même mouvement de main, de bras, de mimiques parfois. C'est juste que dans la tête, c'est pas du tout la même manière de penser. Et comme disait une amie, Josette Serre, que j'aime beaucoup, qui disait, mais les gens arrivent à comprendre que les chiens, que nos chiens pensent différemment de nous. Tu vois, enfin, ma chienne, elle a une vision du monde différente de la mienne, elle a une manière de penser la chose, un odorat qui n'est pas développé comme le mien. Donc je sais qu'elle a sa manière de voir l'environnement qui n'est pas comme moi et de raisonner qui n'est pas comme moi. Ça, j'arrive à comprendre ça. Mais elle me disait, mais voilà, les gens n'arrivent pas à comprendre que donc le chien a un fonctionnement différent de l'humain, mais l'enfant a un fonctionnement très différent aussi de l'adulte. Et c'est pareil, tu vois, on a besoin de se décentrer, nous adultes, pour arriver à comprendre ça. C'est que ouais, l'enfant, il n'a pas du tout le même raisonnement que nous, il n'a pas du tout la même mentalité, la même vie émotionnelle que nous. Il y a vraiment un raisonnement qui est complètement à part entière, finalement. Et donc, ouais, voilà, c'est arriver à se décentrer, à placer les choses dans leur contexte. Mais c'est pas ouais. simple. Ouais. C'est pas simple parce que, oui, oui, je suis d'accord, et tu en parles dans tes livres de la théorie de l'esprit, tu vois. Oui. Ce Mm. terme qui semble très scientifique, enfin qui parle rarement hein, quand je l'aborde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce sur quoi elle nous renseigne, enfin déjà pourquoi on appelle ça la théorie de l'esprit? En fait, je trouve que c'est un nom qui est très bizarre, en fait. Je C'est crois qu'on bizarre, appelle aussi mini-psychologue. Ouais, non, c'est très bizarre. Je trouve que ça colle mal avec ça colle mal avec le le processus concept, clinique. tu vois? Oui. C'est vrai, jamais aimé. Ça fait un petit peu ésotérique. Tu sais, ça fait un petit peu Ouais, philosophique. ouais, ouais. Et en fait, à la base, la théorie de l'esprit, en plus, c'est quelque chose de pas du tout ésotérique, d'extrêmement bien concret. Effectivement, comme tu sais, très bien étudié dans la psychologie du développement. Ça fait très longtemps qu'on étudie cette théorie de l'esprit. Et en fait, la théorie de l'esprit, c'est la capacité de l'enfant à se décentrer et donc à attribuer à l'autre des pensées différentes des siennes. En gros, c'est à comprendre que l'autre pense différemment de lui, a des besoins différents des siens, a des croyances différentes des siennes. Donc vraiment, c'est la décentration. C'est le fait de comprendre que l'autre est différent de soi, en fait, en termes Oui. d'état mental. Et juste une Et petite parenthèse avant que tu ouais, continues. Euh, Merci pour cette confirmation de définition. Et finalement, moi, je pourrais presque dire que l'adulte a un problème avec sa théorie de l'esprit. Enfin, tu vois, c'est vrai, des par fois, on peut se rapport non, mais vis-à-vis de l'enfant. Mais en fait, je pense que c'est par méconnaissance, tu vois. Si l'adulte, à la base, ne sait pas que l'enfant fonctionne différemment de lui, qu'il n'a pas un cerveau qui est juste purement, pleinement D'accord. immature, Oui. du coup, ça va pas aider à la décentration. Donc, ce que tu nous dis, c'est que la théorie de l'esprit n'est pas acquise pour l'adulte par manque de connaissances, mais elle n'est pas acquise pour l'enfant par manque de maturité.
Oui, ce serait ça en fait. Alors normalement, l'adulte a une théorie de l'esprit, à moins qu'il y ait vraiment des symptômes autistiques sévères, mais pour autant, tu vois, effectivement, c'est quand même dur de faire. Donc c'est vrai C'est une petite blague, hein, mais enfin, que ça lui colle à la peau quand même. Ok, je te laisse continuer, c'était juste une Ouais. petite parenthèse. Oui. Et oui, et du coup, cette compétence qu'on appelle socio-cognitive, hein, qui est Mm. de la compréhension du monde et des autres, donc des états mentaux des autres, elle émerge dès la naissance. Et Oui. les premiers prémices, hein, c'est l'attention conjointe. Hein, quand on pointe un objet du doigt, bah, l'enfant il comprend que il faut regarder l'objet et pas le doigt, par exemple. C'est un début, Ouais. prémisse de Oui. théorie de l'esprit. Oui. Et puis elle arrive à maturité à l'âge de 4-5 ans. Et ce qui est super tard, quand on y pense, super tard. Oui. C'est vrai qu'avant 4-5 ans, le petit, bah, il n'arrive pas comment dire, à inférer à l'autre des états mentaux différents des siens. En gros, il n'arrive pas enfin, après, l'expérience toute simple qui le montre, mais il a du mal, en fait, vraiment à se décentrer. Donc, Oui. la manipulation est impossible. Et encore, Oui. pour manipuler, c'est pas avant 4, c'est la théorie de l'esprit de second ordre qui n'arrive pas avant l'âge de au moins 6 ans. Donc, c'est Oui. extrêmement tardif. Hein. Oui. Beaucoup plus tard qu'on pourrait le penser, en fait. Oui. Oui. Il y a l'expérience de Smarties, peut-être, de laquelle tu penses, Oui, que je mettrai en lien dans la petite bio de cet épisode pour que les personnes la visualisent et se rendent compte effectivement que c'est le cheminement que l'enfant, on accompagne un enfant à un certain cheminement, mais il ne peut pas intégrer qu'une autre personne puisse l'avoir. Enfin, c'est difficile à expliquer sur la vidéo en fait. Mais... et oui, c'est ça. En fait, il n'arrive pas vraiment à se décentrer. Alors, ouais, Smarties, enfin, il y a aussi sinon on peut peut-être présenter l'expérience de la tortue que je trouve vraiment aussi très Oui, chouette. oui, 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 je mettrai La les deux tortue liens. Oui, et j'avoue, ça parle bien aux gens, en fait. Et on est dans un laboratoire de psychologie du développement. On va tester, du coup, les enfants sur leur théorie de l'esprit, donc sur la capacité à se décentrer. Dans un labo, imaginons il y a un chercheur qui accueille un enfant, on va dire, je sais pas, de 7-8 ans. Donc, il est pleinement décentré, il va bien, pas de souci. Et le chercheur a devant lui une table. Et sur la table, il y a une tortue qui est dessinée. Et l'enfant la voit, du coup, à l'endroit. Hein, elle est positionnée de façon à ce que l'enfant la voit à l'endroit. Et le chercheur, lui, la voit à l'envers. Première situation, enfant de 7-8 ans, toi, enfant de 7-8 ans, est-ce que tu vois la tortue à l'endroit ou à l'envers? Donc, normalement, l'enfant de 7-8 ans est en capacité, à moins qu'il ait un problème de vision, de dire bah, là, je la vois à l'endroit. Quelle question idiote! Et ouais. après, le chercheur dit ok, moi, je la vois d'après toi. D'après toi, enfant de 7-8 ans, je la vois à l'endroit ou à l'envers? Là, l'enfant arrive à dire bah, tu la vois à l'envers, tu es en face de moi, banane. Ils sont pas tous durs. Caricature. Donc, effectivement, cette réponse montre que l'enfant il a compris que l'autre avait un point de vue différent du sien. Ok, donc le chercheur s'en va. Donc maintenant, on accueille un enfant de 3-4 ans, le petit chou, pas pleinement mature encore, un peu naïf, j'adore cet âge-là, c'est un âge tout mignon. Oui. Enfant de 3-4 ans, tu vois la tortue sur les pattes ou sur la carapace? On simplifie un peu la consigne, Mhm. forcément. Le petit chou répond bah, sur les pattes, elle est en face de moi. Et là, son question piège, moi qui suis en face de toi, attention, je ne suis pas toi, je suis en face de toi. Est-ce que je la vois sur les pattes ou sur la carapace? Et là, beaucoup d'enfants de 3-4 ans n'arrivent pas à comprendre que l'autre a une pensée différente de la sienne. Du coup, ils disent bah, elle est sur les pattes, je la vois sur les pattes. Oui, L'autre, il dit: «Mais non, mais je suis en face de toi, oui, je peux pas avoir sur les pattes». Donc ces oui, enfants qui ont vraiment du mal à se décentrer militairement parlant. oui, C'est une pensée unique, c'est très, très oui, mignon, je trouve, hein. oui, oui. C'est très parlant, effectivement, parce que ça montre que de toute façon, il agit pour lui-même, pour sa représentation enfin, pour ce qu'il vit de l'environnement et sans jamais pouvoir imaginer ce que ça pourrait changer pour l'adulte. Parce Oui, qu'il n'est pas complètement. capable de se mettre à sa place, finalement. Bah non, donc et puis encore moins projeter et avoir Et une action pour, projeter sur l'autre, c'est très difficile. oui, 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 Actuellement, c'est une gymnastique de dingue. oui, complètement. Et tu vois, à la question piège, j'aimerais avoir ton avis. À partir de quel âge un enfant peut faire des caprices? Ouais, c'est vrai. 45 ans chez l'homme. Ouais. Vrai. Non, mais tu vois, moi, j'aime à poser cette question en QCM, à dire alors 1 an, 2 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 12 ans, 18 ans, jamais. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, très bien. euh, Très bien. parce que, euh, parce que, qu'est-ce que ça veut dire un caprice, quoi, tu vois? Et est-ce que, est-ce que tu serais d'accord avec moi que finalement, mieux on va accompagner l'enfant à pouvoir se décentrer en douceur, enfin, tu vois, et puis en valorisant cette compétence-là, et puis en accompagnant aussi la réponse de ses besoins, de façon à ce que quand il a la possibilité d'y répondre, il y répond. Enfin, là, on s'éloigne un peu du sujet, mais et du coup, euh, ça va de toute façon faire maturer sa façon d'exprimer son besoin. Mmh. Oui. Et à partir de ça, on ne pourra pas considérer que son comportement est un caprice.
Oui, complètement. Si on l'accompagne à exprimer ses besoins de façon mesurée. Oui, de toute Tu façon. vois? Après, de toute façon, dans tous les cas, il aura quand même des émotions qui sont fortes, qui sont explosives et c'est partie de son développement aussi, en fait. Oui, quand je voulais dire mesuré, ça veut dire relié à ce qu'il ressent, tu vois? Oui, oui, complètement, effectivement. Qui arrive à mettre des mots, en fait, sur ce qu'il ressent, pour mieux Ouais. verbaliser. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que je pense que vraiment les caprices c'est juste un jugement de valeur qu'on porte sur l'autre parce qu'on trouve que son émotion est décuplée. C'est Parce que ça. nous, on n'a pas enfin, genre moi, je me roulerai pas par terre pour une compote de pommes, mais genre pour une facture de 2 000 € qui me revient pas, bah là, je pleurerais, tu vois, peut-être. Bah, c'est Ouais. toute une question de Ouais. point de vue alors que l'enfant, ta Ouais. facture, il en a rien à cirer donc Ouais. effectivement, je pense qu'il faut Ah qu'on se oui. descende que chacun, à chaque âge, en fait, a ses priorités, ses besoins, ses envies, sa compréhension du monde. Qui on est Exactement. pour dire que l'enfant a des émotions qui sont décuplées pour rien? Bon, Complè- personne, tu vois? Franchement. Complètement. Complètement. Et puis même entre adultes, je dirais aussi, petite parenthèse, mais entre adultes, on n'a peut-être pas non plus les mêmes priorités, les mêmes, tu vois, et donc on peut avoir des émotions différentes par rapport à des situations différentes. N'empêche qu'elles sont légitimes parce que c'est relié à ce qu'on vit, enfin, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair, ouais, tout à fait. Un peu d'humilité pour chacun, c'est même si c'est dur à appliquer. Je suis d'accord que c'est dur à appliquer sur le terrain, c'est Ouais, clair. complètement. Et par rapport à la théorie de l'esprit, j'y reviens parce que c'est un sujet qui est assez, enfin, en tout cas, je suis d'accord que le nom est assez particulier, mais quand on a compris ça, ça permet de comprendre beaucoup de choses et aussi d'admettre que l'enfant, il est vraiment dans autre chose, enfin, dans une autre façon de penser, dans une autre façon d'interagir avec son environnement, en tout cas de l'interpréter et de vivre. Est-ce qu'il y a une façon est-ce qu'il y a des enfants qui passent pas cette étape-là en lien avec leur environnement? Est-ce que l'environnement peut gêner cette étape-là ou est-ce que l'environnement peut favoriser cette étape-là Alors de normalement, c'est une décentrage? étape qui est intrinsèque à leur développement. S'il n'y a D'accord. pas de trouble autistique, vraiment, et encore Mm. certains enfants qui ont un TSA, hein, un trouble du Mm. spectre autistique, qui la développent aussi. Ça dépend si c'est de haut niveau, bas niveau, mais il n'empêche que D'accord. normalement, c'est intrinsèque à leur développement. Ils y arrivent dans tous les cas à comprendre ça. D'accord. C'est vraiment D'accord. lié à la maturation de leur cerveau. Oui. OK. D'accord. N'empêche que oui. OK. OK. Mais bon, il faut quand même que le parent, tu as raison, il faut quand même que le parent accompagne ça. Enfin, le parent ou le professionnel accompagne cette acquisition-là. Elle se fera naturellement, mais c'est quand même pas mal quand c'est accompagné par l'entourage aussi, idéalement. Oui, je me demandais en fait si c'était pas relié à un moment à l'empathie, tu vois, la qualité empathique. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors en fait, l'empathie, c'est vrai que c'est encore différent de la théorie de l'esprit. C'est encore une compétence qui est assez différente. Et c'est que, par Oui. exemple, Catherine Guéguin, on parle de compétences socio-émotionnelles qu'on va Mm. développer chez l'enfant. Oui. Alors ça, c'est encore différent. C'est vraiment le fait de, par exemple, ça fait une démarche empathique envers l'enfant et être très intelligent. Par exemple, de mettre des mots sur ses émotions à lui, de faire preuve aussi d'auto-empathie, de parler de ses émotions à soi. Ça Oui. va développer de manière vraiment conséquente la capacité de l'enfant à régler ses émotions, à mieux les vivre et à les verbaliser. Et du coup, à ce qu'elles soient moins enflammées, en fait, quelques années plus tard. Et ça, on va développer effectivement tout ce phénomène d'empathie qui va être extrêmement utile pour l'enfant, pour son bagage émotionnel. Oui. Mais la théorie de l'esprit, c'est plus une compétence vraiment plus intellectuelle, en fait, plus socio-cognitive, qui est intrinsèque au développement du cerveau de l'enfant. C'est ça que c'est encore une compétence qui est. C'est un peu une forme d'empathie, mais c'est plus empathie cognitive, en fait. Ouais, et moi je l'ai relié parce que bah, dès l'instant où tu as cette compétence cognitive, tu peux imaginer plus loin, tu vois, la partie émotionnelle de l'autre. Oui, complètement. En fait, les deux sont très, très liés. Sauf que l'empathie vraiment d'ordre affectif, Oui, hein, comme dès que tu en parles, là, elle est vraiment liée à l'environnement. Alors là, c'est des parents qui te disent jamais qu'ils sont en colère ou qui parlent jamais de leurs émotions ou qui Mm. parlent pas des tiennes. Là, c'est clair que tu seras toi, mauvais en empathie. Par Oui, contre, normalement, la théorie de l'esprit, elle arrive chez tout le monde dû à la malfaçon du cerveau, oui, hors pathologie. ouais. Tu vois, je fais ce lien-là parce que dans les questions pièges que je peux recevoir, c'est ben, il voit bien que ça me rend triste quand il se passe ça. Donc, ben, il le fait exprès pour que ça me rende triste. Tu vois? Ah oui, tu veux dire quand l'enfant fait l'inverse de ce que dit l'adulte. Ouais, tu vois, ça mélange un peu des deux parce que ben, Oui, c'est j'ai envie de dire, ben oui, il ressent quand vous êtes triste, tu vois? ouais, Ah, complètement. parce qu'il a cette capacité-là. Mais pour autant, il n'est pas capable de faire des choses pour pouvoir interférer ou agir sur cette émotion-là. C'est super compliqué. En fait, en plus, ça demanderait de l'inhibition, ça demanderait de l'autocontrôle. En fait, il y a 2 choses. Quand, par exemple, l'enfant fait quelque chose, une action que l'adulte ne veut pas qu'il fasse, ça met l'adulte en colère. Ça met rarement l'adulte triste, hein.
Ça sera beaucoup plus facile. Ça met l'adulte en colère. Or, l'expression de colère comment dire, va stresser le cerveau de l'enfant. L'enfant a aucun intérêt à voir l'adulte en colère. Il est dépendant de lui pour sa survie. Il a tout intérêt à voir l'adulte qui est en bonne santé, avec une bonne hygiène émotionnelle. Donc, voir un adulte en colère, ça fait flipper l'enfant. Le cerveau sécrète du cortisol. Ça le fige, en fait, ça le stresse. Donc, du coup, ils vont avoir des réactions, genre de sourire des réactions qui sont maladroites, juste pour faire retrouver son façon de sourire à l'interlocuteur. Oui, Et oui. donc, même si, imaginons, donc c'est une première chose, mais même imaginons si vraiment l'adulte était triste et que l'enfant continue à avoir l'action qu'il ne devait pas avoir, enfin, qui fait du mal à l'adulte triste, de quel l'enfant n'arrive pas à s'autocontrôler. Il n'a pas d'autocontrôle, il n'a pas d'inhibition. L'inhibition de l'enfant, c'est le fait de quand ils ont une impulsion, ils arrivent à se dire: ah ben non, attends, là, ça fait la peine à maman, non, je peux quand même pas faire ça, c'est quand même pas cool du tout. Ça, c'est Ouais, capacité de contrôle ouais, et de raisonnement, ils ne l'ont pas du tout. ouais. Pas avant l'âge de vraiment, enfin, ça mature avec le temps. Plus ils grandissent, plus ils l'ont. Mais en tout cas, ça arrive au moins, voilà, pas avant l'âge de moins de 4, 5, 6 ans. Donc, Oui. du coup, donc, même s'ils sont peinés quand l'adulte est peiné, ça c'est clair et net. S'ils sont peinés, ils ont une vraie contagion émotionnelle, ils peuvent Oui. pas s'autocontrôler. Donc, on est Oui. foutus. Ils font vraiment ce qu'ils peuvent, en fait. Et Ouais, ouais, ils n'ont ouais. pas un grand bagage pour agir correctement en société, quoi. Ça, c'est Ouais, clair. c'est ça, complètement. Et pour certains enfants qui sembleraient l'être finalement, est-ce que, parce que ça peut arriver, tu vois, en C'est-à-dire, comparaison à d'autres enfants, tu vois, j'ai des parents qui me disent, oui, mais les autres enfants, eux, ils se comportent très bien en société. Ils ont 3 4 ans, tu vois. oui, alors à la maison, comment ils sont aussi? Parce Ouais, que, parce que généralement, les enfants à la maison et les enfants extérieurs aux sociétés, alors c'est pas du c'est tout les différent, mêmes. bien sûr. Il peut être Wolverine à la maison, il peut être Winnie l'ourson à la crèche, à l'école. Ouais, Et ouais, forcément, parce qu'en présence de nos figures d'attachement, on est beaucoup plus sincère, on décharge nos tensions. ouais. Effectivement, donc je pense pas faut vraiment que les parents fassent attention à ne pas comparer leur enfant en mode Wolverine à la maison et leur enfant en mode Winnie l'ourson à l'école. Sinon, ils vont forcément déprimer. Et Ouais. finir sur Prozac. Mais toi, il y a une réalité. C'est qu'effectivement, les enfants des autres sont toujours mieux en fait en société que le nôtre et à la maison. Ça, c'est clair. Oui, 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 oui. Et ça, on le voit aussi, ben, ça parlera beaucoup aux professionnels de la petite enfance, tu vois, quand à la crèche ou à la maison, c'est l'assistante maternelle, l'enfant a un comportement totalement différent d'avec son parent. Oui, Et parfois, les professionnels sont même mal à l'aise, enfin, tu vois, de décrire ça parce que oui, c'est le vrai. parent aurait presque soupçonnerait que l'enfant est plus à l'aise, tu vois, enfin, est plus adapté à la crèche. Moi, mais même moi, en tant que maman, je me souviens, ma fille qui, alors, on passait des moments très longs pour l'endormissement, et puis avec des gros câlins, et puis c'était très charnel, et puis elle dormait dans ma chambre, et puis tu vois, et ça durait, ça durait, ça durait. Et puis à la crèche, elle me disait, ben, quand elle est fatiguée, elle ramasse son doudou, elle prend et puis elle va vers son lit et elle s'endort. Et moi, Ah je me oui. dis, mais c'est pas vrai. Enfin, tu vois. Mais quelle manipulatrice. Mais quelle manipulatrice. Non, je plaisante. Mais tu vois, ça peut Ouais, mettre le doute quand même. Tu vois, au moment, tu te dis, oui, c'est louche. Non, mais c'est vrai que les parents qui ne connaissent pas comment fonctionne un tout petit, c'est clair oui, ils tombent dans les idées reçues, ça c'est clair, ça c'est tu vois, sûr. il met Mais un ouais, masque. mais non, mais c'est vrai. Mais d'où l'importance je pense, de diffuser des connaissances sur l'enfant, en fait, Oui, pour les pros, pour qu'ils fassent pas des mauvais décryptages. Non, mais oui. c'est clair, Oui. c'est sûr. Est-ce que tu as dit là, par rapport à la situation, mais qui sert aussi beaucoup et qui rassure beaucoup, beaucoup les parents, c'est qu'avec leur figure d'attachement, ils ont des Oui, comportements, tu vois, où ils se laissent aller, en fait. Enfin, tu vois, où ça marche. ils laissent aller leur nature et c'est bien le moment où ils rechargent leur batterie. Donc, bah, il faut qu'ils soient complètement à cœur ouvert, enfin, tu vois, et puis complètement, peut-être à demander un peu plus, à exiger un peu plus. Enfin, tu vois, c'est même pas le bon verbe parce que c'est de Oui, l'adultomorphisme aussi, euh, mais enfin, tu vois ce que je veux dire? complètement, c'est vrai. Mais c'est une marque d'affection. Au Oui, contraire, c'est un signe que si l'enfant est aussi nickel à la maison qu'à la crèche, ou qu'il est plus nickel à la maison qu'à la crèche, là, on se pose des questions, tu vois, par oui, exemple, à l'inverse. oui, Mais c'est comme oui, notre conjoint. oui, Enfin, oui. pas notre conjoint, ton conjoint, il va mal te parler à toi alors qu'il va parler hyper correctement à son collègue. Et Oui. c'est pas d'amour, hein, c'est une marque d'attachement. Vraiment que la relation est confiante, tu vois. Sinon, il ne ferait Mais pas d'effort avec le collègue et moins avec toi. oui, oui. Tu sais, j'ai une maman que j'ai reçue en pleurs et qui me disait que son entourage disait, bah, de toute façon, ton enfant, il est surexcité, il est, entre guillemets, hyperactif juste quand toi, tu es là.
Donc, c'est toi le problème. Mais c'est souvent le raccourci qu'on fait, ouais. Oh, et c'est dur. Que C'est font dur. la famille, l'entourage, les belles-mères, ouais, Ouais, c'est ouais, très fréquent, effectivement. ouais, ouais. Après, faut Tu mais ouais. vois, il est parfait avec moi. Et puis quand tu es là, je le reconnais pas. Il est super agité. Donc, c'est toi le problème. Tu vois? Et oui, et tu manques de cadre, de limite. Et là, on parle Exactement. bien du cadre. L'idée du cadre, c'est vraiment Ouais, le truc franco-français, ouais, et ouais, complètement, c'est vrai. ouais, Quelle ouais. pression on a, les parents, notamment les mères, hein, parce que les mères, on est quand même jugés comme responsables, pour le meilleur et pour le pire, de l'éducation de l'enfant, tu vois? Les Exactement. cases n'existent pas, à l'extrême inverse, mais nous, on est tous sans arrêt jugés, en fait, Ouais, complètement. ouais, exactement. Ouais, ouais. Donc là, on a emprunté d'autres sujets encore, tu vois, on a dévié, mais je te remercie beaucoup en tout cas de pouvoir apporter ton regard et de, et j'imagine en tout cas que c'est nécessaire de pouvoir aussi offrir des temps de partage, enfin ce que tu proposes toi en tant que formatrice aux professionnels, Mmh. aussi de temps de partage pour confronter la pratique à cette théorie-là. Parce que tu vois, de pouvoir poser sur la table dans le cadre de formation ce qui se passe au quotidien, Mmh. c'est aussi de pouvoir se rassurer sur notre vécu à nous et de pas seulement essayer d'adapter notre vécu sur de la théorie ou bien des exemples qu'on prend de l'extérieur, tu vois? Ouais, ils ont besoin d'incarner ça plus, en fait. C'est vrai que Oui, ça, sur la oui, formation, c'est vraiment, c'est formidable pour les pros, oui, oui. même pour les parents, c'est vrai que Et c'est pour, génial. et pour les parents, tu vois, j'organise beaucoup d'ateliers, de cercles de parole, tu vois, sans amener spécialement de sujets théoriques purs, tu vois, mais le simple fait de pouvoir parler, de confronter des expériences, et puis avoir ce rôle de modérateur que j'ai, mais que les parents ont entre eux, parce qu'il y a beaucoup de bienveillance, tu vois, quand il Ouais, s'agit de pouvoir d'entraide. s'accompagner, d'entraide, tu vois. Mmh. Et ben, c'est ce qui permet aussi de mieux incarner parce que on partage un même vécu, tu vois, on est OK avec de la théorie, enfin, tu vois, de ce qui nous est apporté, mais on peut plus facilement l'incarner parce Ouais. on pose sur la table notre expérience et puis ensemble, on la dédramatise, on peut trouver du Mmh. sens, tu vois, et on peut leur donner de l'énergie, donc c'est vraiment chouette. Ça Ouais, déculpabilise beaucoup, en fait, ça fait beaucoup de bien aux voilà. parents professionnels. Ouais, ouais, complètement. Après, je pense qu'il faut juste rappeler, mais une chose fondamentale, et peut-être on peut peut-être terminer sur ça, mais c'est que l'enfant, le jeune enfant, il est vraiment à la base dur à vivre, tu vois? C'est des enfants qui demandent beaucoup d'énergie, qui nous sollicitent Bien beaucoup, sûr. qui font Ouais. beaucoup de bruit. Donc, il y a des stimuli sensoriels permanents Mmh. qui forcément vont puiser sur notre énergie. Donc, Mmh. cette vision un peu idéaliste ou idéalisée de la parentalité ou des pros de la petite enfance, et forcément, elle est complètement à côté de la plaque parce qu'un Mmh. jeune enfant, c'est typiquement un enfant qui va nous demander énormément d'énergie. L'énergie, il faut en donner. Et quand on n'a pas beaucoup d'énergie, quand on passe des nuits entrecoupées de pleurs, bah, forcément, c'est objectivement difficile à vivre, hein, tu vois? Exactement. Des moments de bonheur, mais aussi des moments de grande difficulté, et c'est Oui. tout à fait normal aussi. Ça désacralise le truc, tu vois, je pense. Ah complètement. Oui, oui. Et l'idée, c'est pas de et c'est pas l'idée, c'est pas de dire c'est bien et puis ça va aller, puis ça va être génial et puis on va donner des outils pour que ça se passe sur un petit nuage et puis tu vois? C'est juste Tellement. non, ouais. Oh, Puis c'est après, c'est aussi les impossible. avoir en tant que maman, mais j'ai pas encore trouvé l'idéal. Non, mais non. Et puis merci pour effectivement, je pense qu'on va pouvoir finir là-dessus, mais c'est que c'est pas un long fleuve tranquille et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et à l'enfant, on lui doit ce mea culpa on vit dans une société où peut-être aussi nous, on donne de l'énergie un peu partout et tu vois, des fois, on est OK, des fois, on est bien et puis des fois, on a des coups de mou et heu Oui, et tu vois? Et ouais, c'est non, OK. complètement. Ouais, Il faut c'est souffler. impermanent. Être doux Ouais, avec soi-même. ouais, Ouais, complètement. Merci beaucoup Héloïse pour, ouais, avec grand ce plaisir. partage, pour cet échange très riche et généreux. Et je mettrai tous tes liens dans les commentaires pour les professionnels qui souhaitent rentrer en contact avec toi ou tout simplement voilà, de pouvoir s'enrichir de tout ce que tu nous partages. Ça marche. Merci à toi. À très bientôt À Héloïse. très bientôt. Merci à Héloïse pour ce partage si généreux. C'est si intéressant de discuter avec elle et de comprendre simplement des concepts parfois très compliqués. Si vous souhaitez suivre l'actualité d'Héloïse, je vous mets dans le descriptif de cet épisode les différents lieux où la retrouver. Pour suivre celle des petites transmissions, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur Facebook sur les pages des Petites Canailles.
Si vous avez aimé cet épisode et pour aider à sa visibilité, n'hésitez pas à le partager et même mettre 5 étoiles au podcast et éventuellement un petit commentaire que j'aurai plaisir à lire dans un prochain épisode. À bientôt pour d'autres petites transmissions.